Voilà, donc cette session du Club Innovation Télétravail à Megève, une association non-for-profit, donc est basée à Megève. Et puis en fait, l'idée, c'est aussi de faire des événements qui permettent de faire rayonner Megève et peut-être d'attirer des entreprises innovantes pour des emplois pour des jeunes Mégevannes et Mégevans qui auraient fait des études et qui voudraient continuer de travailler à Megève. Aussi pour le télétravail, inciter en fait, voilà, à dire aux gens, finalement, on doit travailler de plus en plus depuis chez soi. Et donc, à Megève, c'est un très bon endroit, très bonne qualité de vie. Et puis, donc, aussi avec cette communauté-là de télétravailleurs, bien que certains ne sont pas forcément encore en train de télétravailler à Megève, on peut en fait, c'est aussi sympa puisqu'il y a une communauté où on peut venir discuter et puis on n'est pas tout seul perdu comme par exemple à Courchevel 1850. Donc cette session de ce soir, donc ça va concerner en fait l'art digital. Là, vous voyez en fait une image composée de nombreuses images qui a été vendue par Christie's il y a quelques mois, puisque c'était en février 2021. Et donc, elle a été vendue aussi avec un NFT. Donc, on va voir en fait que sont les NFT quand on les lie avec de l'art digital. Et donc, ça a été vendu, vous voyez, pour 70 millions de dollars. Et donc, Christie's est présent dans tout ce qui est art digital. Donc pour ma part, donc moi, comme je l'ai dit, en fait, je suis né à Megève, hein, donc j'ai fait toutes mes études, mon école à Megève, et puis après, j'ai évolué à différents endroits. J'ai été expatrié en Chine, j'ai fait ma thèse au Trinity College de Dublin, mais maintenant, donc, je suis encore assez souvent sur Megève, et puis pour qu'on soit encore plus nombreux à y vivre, on a donc lancé ce club Innovation Télétravail. Pour l'instant, donc, je suis le président. Donc moi-même, en fait, je suis spécialisé dans tout ce qui est confiance décentralisée. J'ai fait ma thèse 5 ans avant le début de Bitcoin. Je l'ai terminé en 2005 au Trinity College. Puis après, j'ai rejoint l'Université de Genève. J'ai même fait en fait une habilitation à diriger des recherches sur la confiance avec tout ce qui est augmentation de l'être humain. Actuellement, on va faire un nouveau projet de recherche avec l'Université de Genève qui va en fait utiliser un IRM, un équipement IRM de très forte puissance de cette Tesla qui vient d'être acquis par l'université. Et on va disséquer le cerveau pour savoir où ça se passe quand on fait confiance et quels mécanismes sont mis en place quand les personnes décident et donc utilisent des mécanismes de confiance. Ensuite, au niveau, pourquoi en fait la confiance, c'est en lien avec donc ma recherche et puis les technologies donc qu'on appelle NFT, crypto-monnaie et blockchain. C'est parce qu'en fait, la blockchain, ces technologies-là, c'est en fait un mécanisme technologique de confiance. On peut faire des transactions entre différentes personnes dans le monde sans qu'on ait besoin d'avoir un intermédiaire, une personne de confiance. La technologie fait que si on décide de faire une transaction, elle aura lieu avec les conditions que chaque partie a mises au départ, grâce à des contrats qu'on appelle des contrats intelligents ou des smart contracts. Et puis donc, à l'université aussi, donc, je suis directeur de la formation continue sur les blockchains, qui a été la première en fait en Suisse. Après, donc, il y a l'université de Zurich qui a fait aussi un class blockchain, et puis après, d'autres essayent aussi de s'y mettre, puisque la blockchain, c'est une technologie qui est de plus en plus, qui est importante, et qui va changer des grands pans dans notre société. Partout où il y a des intermédiaires humains de confiance, plus ou moins, en fait, qui centralisent aussi un peu la confiance, là, ça peut être remplacé par des mécanismes technologiques. Voilà un petit peu pour mon background. Après, donc, le Club Innovation, vous voyez, donc, il est basé à Megève. Et puis, on a des partenaires. Donc, quand vous êtes membre du club, vous pouvez aussi avoir des réductions chez certains partenaires. Donc, par exemple, il y a l'hôtel Le Vieux Moulin. Si vous restez plus de 3 nuitées, vous avez 12% de réduction. Et après, l'idée, c'est que de plus en plus, on va avoir
plus de partenaires pour si, par exemple, vous vouliez organiser des séminaires ou louer des grandes salles de réunion, puisque même quand on fait du télétravail, des fois, peut-être on peut se regrouper et on a besoin d'une grande salle. Dans tous ces hôtels qui existent à Megève, c'est possible. Et puis après, donc, on a un bon nombre de galeries, dont certaines qui sont même, ont été lancées par des mejevans ou des mejvanes. Armatan, par exemple, c'est Nicolas Laborde qui a cette galerie. Et puis après, donc, il y en a un bon nombre d'autres maintenant. Mais c'est donc un bon terreau pour parler de tout ce qui peut être donc art digitalisé. Et puis on a aussi des grands artistes comme Pierre Margara, par exemple, qui avait comme ami Jacques Revaux, qui avait composé la mélodie My Way, qui a été chantée par plusieurs chanteurs après, Frank Sinatra, et en français et dans plusieurs langues. Et en fait, il a fait cette sculpture à Megève, vous voyez, en fait, là, avec un genre de piano. Et puis, donc, ces statues, ces personnages typiques de son style. Ensuite, il y a Adriana, normalement, elle va aussi nous rejoindre, je ne sais pas si elle nous a déjà rejoint, mais donc elle fait plutôt des peintures. Et puis après, on a donc aussi Olivier Tops, qui est aussi partant. Donc lui, en fait, qui est Méjean, qui est le fils et le petit-fils en fait de photographes de Megève, qui étaient des photographes Tops. Et puis donc il avait fait de la photographie depuis longtemps. Il travaille aussi un peu avec des styles assez innovants, un peu plastique et puis photographie. Bien qu'il n'est peut-être pas là ce soir, parce qu'en fait aussi, c'est sûr que c'est un peu pour les galeries, c'est le moment où il y a le plus de monde sur Megève et donc où elles sont vraiment occupées. Mais il y en a plusieurs qui sont partantes, plusieurs aussi en fait qui ne connaissaient pas bien en fait ce domaine et elles sont intéressées d'en savoir plus. Et moi-même, j'irai aussi les revoir pour que dans la suite, quand on fera d'autres séances et voir peut-être une conférence de plus grande ampleur l'année prochaine, qu'elles soient vraiment partantes et qu'elles savent de quoi il s'agit. Alors, ensuite, voilà, donc l'agenda d'aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer déjà au départ des exemples d'art digitalisé. Après, on va revenir sur ce qu'est un certificat d'art traditionnel. Et comment, en fait, on aurait pu utiliser un certificat d'art traditionnel dans le monde réel et aussi au niveau numérique. Ensuite, donc, on parlera un peu plus de que sont ces NFT par rapport donc, à l'art digitalisé, au certificat d'art. Céline, qui est donc avocate, qui est reconnue dans le monde de la blockchain et donc aussi, puisque les NFT utilisent la technologie blockchain, elle est très connue dans ce domaine, elle nous en dira encore plus sur les aspects légaux. Je vous montrerai quand même aussi 2-3 outils pour que ceux qui ne savent pas en fait ce que sont les NFT voient plus de quoi il s'agit. Donc, par exemple, il y a une place de marché où on va avoir de l'art digitalisé qui peut être échangé entre différentes parties dans le monde et donc sans problème de confiance. Donc, il y a OpenSea, par exemple. Et après, donc, Gabriel Jacquard, qui est doctorant à l'Université de Genève en faculté de droit, qui est en train de finir son doctorat, a aussi en fait monté une entreprise qui s'appelle Arbitry. Et récemment, ils ont fait des images digitales avec l'ambiance de Noël et puis mixées avec l'esprit crypto, la culture crypto-monnaie. Et donc, ils en ont fait des NFT, il nous montrera ce que c'est. Et donc, ça nous permettra de conclure cette séance. Après, donc, pour celles et ceux qui sont à Megève, si vous voulez, et on confirmera, on peut très bien aller boire un verre à 21h. On devrait finir cette séance vers 20h. Voilà, donc, on a vu, donc, Christie's déjà est sur le domaine de l'art digitalisé. Et en fait, le marché, selon JP Morgan, donc une banque et puis une entité financière, le marché maintenant de l'art digitalisé en utilisant des NFT et donc la technologie blockchain, c'est à peu près de 7 milliards de dollars déjà actuellement. Donc c'est assez important. Et vous voyez, après,
il y a OpenSea, par exemple. Quand vous faites OpenSea, vous tapez OpenSea sur votre navigateur, vous allez en fait pouvoir rechercher en fait tous les arts digitalisés qui sont liés à des NFT. Et là, vous voyez par exemple, il y a une petite image CryptoPunk où il y a un petit punk là en image. En fait, il n'y a eu qu'un certain nombre limité de ces CryptoPunks qui ont été générés. Et en fait, ils ont été générés assez tôt. C'est presque une série de NFT qui est la plus ancienne. Et en fait, chaque CryptoPunk peut valoir des centaines de milliers de dollars, voire plus. Donc, il y a vraiment un engouement pour cet art digitalisé. Donc, quand on parle d'art digitalisé, en fait, qu'est-ce qu'on peut avoir comme art digitalisé? En fait, ça peut être de l'art digitalisé qui est euh, traditionnel, on va dire. Vous allez avoir des photos. Maintenant, la plupart du temps, quand on prend des photos, ce sont des images qui ont été digitalisées et c'est des photos numériques. Donc, on a des photos, des images, donc des très belles photos peuvent être non seulement vendues sous forme de tableau, mais en fait aussi l'original, qui est digital, numérique, peut être aussi vendu tel quel sous forme digitale. On a ensuite, bien sûr, des animations qu'on peut faire dans le monde digital, des vidéos. Les vidéos aussi sont souvent digitales. La musique, des morceaux de musique. On a des compositeurs qui vendent certains morceaux de leur musique sous forme de art digitalisé et de NFT. Et après, donc, récemment, Facebook a dit qu'il allait changer son nom de Facebook, qui va s'appeler Meta, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de monde virtuel où on a un avatar, un petit bonhomme, et puis on peut aller voir d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes dans ce monde, rentrer dans des bâtiments. Et donc, dans ce monde-là, qu'on appelle les métavers, donc des univers parallèles, eh bien, les personnes peuvent acheter des vêtements ou des bijoux. Donc, par exemple, on peut avoir des bijoux d'art qui sont digitaux et l'avatar ne pourra les porter que s'ils les ont achetés. Il y a des monuments de l'art d'architecture, de l'art architectural et des paysages. On peut aussi avoir des terrains, des endroits où qu'on va pouvoir modeler et donc peut-être aussi rendre sous forme d'art si on est un artiste de ce type-là. Donc, ici, en fait, donc c'est l'art digitalisé le plus simple, donc, puisque c'est déjà digital au départ. Et bien sûr, on a à côté les œuvres d'art qui sont physiques, donc les sculptures, les tableaux. Et là, pour pouvoir les lier au monde digital, on va devoir faire un certain procédé qu'on va voir après. Sotheby's, qui est aussi une des grandes fondations où il y a des enchères d'art, vous voyez, ils disent par exemple sur un métavers qui s'appelle Decentraland, eh bien, ils disent que c'est la prochaine frontière de l'art numérique où les artistes, collectionneurs et spectateurs peuvent interagir les uns avec les autres. Et donc, sur cette URL-là, vous pourrez vous-même aller voir plus tard, donc vous tapez play.decentraland.org. Eh bien, en fait, c'est un site web qui a un monde 3D, on va pouvoir rentrer dans ce monde-là, et il y a à peu près 90 000 zones qui peuvent être achetées pour pouvoir construire des bâtiments. Et Sotheby's a acheté donc une zone pour construire en fait l'équivalent de son centre, son QG en fait. Il l'a recréé dans ce monde-là, dans Decentraland. On va aller voir, je vais vous montrer juste après. Donc en fait, quand on est dans Decentraland, vous allez en fait choisir un avatar avec des couleurs de cheveux, un homme, une femme. Et donc, vous allez pouvoir aussi porter, par exemple, vous voyez, ici, il y a l'avatar qui porte un collier bien spécial. En fait, si on zoomait dessous, en fait, c'est moi-même, en fait, j'ai basé sur la tradition des croix, des croix de Savoie, des familles Mejvan. Ma propre famille, Seigneur, avait
ce type de croix-là. Et donc, j'en ai fait un modèle un peu plus moderne que j'appelle les croix Mageva. Et vous voyez, en fait, déjà, sur Decentraland, on peut acheter ces croix-là, donc qui étaient physiques, et en fait, maintenant, elles deviennent virtuelles et achetables. Et là, en l'occurrence aussi, il y a toujours un effet de rareté qui compte. Et dans Decentraland, quand il n'y en a que 100 exemplaires de ces croix-là, on appelle ça les wearables ou les collectibles qui sont légendaires, legendaries. Donc, on va aller voir donc aussi, on va aller voir 2 endroits en fait. Donc, Sotheby's est aussi un autre endroit, donc un land que j'ai acheté sur Decentraland où j'ai posé une croix et aussi où il y a des artistes de Megève qui vont pouvoir exposer leur art. Donc après, on verra après ça. Donc on verra en fait comment est-ce que les œuvres d'art qui existent dans le monde réel, les tableaux, les sculptures, voire même les voitures de collection, puisqu'on a Denis Worms, qui est aussi un mèche-vent de cœur, qui est présent. Denis, tu es là toujours ou, parce que, en fait, il était sur téléphone et je ne suis pas sûr que... il a rejoint, mais là, après, je regarderai. Peut-être qu'il faut que je le fasse rentrer, mais j'ai vu, il est rentré un moment. Donc, lui, par exemple, il aime beaucoup les voitures de collection et finalement, on peut estimer peut-être qu'elle peut être une certaine forme d'art quand elles sont beaucoup retravaillées et entretenues, quoi. Donc, je vais maintenant partager en fait mon navigateur pour vous montrer un petit peu ce monde virtuel qui est un des métavers et où Facebook construit son propre métavers, mais là, Decentraland, la grande différence entre Facebook et Decentraland, c'est Decentraland, le monde, en fait, n'est pas contrôlé que par une entité comme Facebook, elle est contrôlée par une multitude de personnes dans le monde, des milliers de personnes dans le monde qui font tourner des serveurs et qui maintiennent ce monde-là. Donc, à la différence de Facebook, c'est donc pas centralisé, c'est un service communautaire. Alors, je vais juste quitter ça. Voilà, je vais partager mon navigateur. Alors, il est où ici? Voilà, donc là, en fait, vous voyez mon navigateur. Donc, si on va sur Decentraland, donc, vous voyez, il y avait play.decentraland.org. Donc, en fait, vous voyez, à gauche, il y a une petite carte. Et cette carte-là, en fait, elle correspond, vous voyez, Sotheby's, il a acheté un certain nombre de carrés. Chaque carré fait 16 mètres par 16 mètres. Et donc, a construit, en fait, vous voyez, là, en fait, c'est mon avatar qui est là. Et en fait, vous voyez, donc là, c'est le bâtiment qu'il a construit. Alors, vous voyez, assez traditionnel, quoi, traditionnel ancien, on va dire. Et puis après, donc, vous voyez, on peut rentrer. Alors, bon, et là, il y a Banksy. Alors, je ne sais pas, bien sûr, ils ont des artistes de très haute volée. Vous voyez, donc après, on peut aller rentrer dans le monde. Là, par exemple, si je me retourne ici, Live Auction, vous voyez, donc là, pour l'instant, en fait, dans leur bâtiment, s'il y avait d'autres personnes, je les verrais. Mais bon, actuellement, là, apparemment, je suis seul. Et puis après, vous voyez, bon, là, apparemment, il y a une... je sais pas, ils ont peut-être mal rangé leur bâtiment ou autre. Mais donc, vous voyez, on peut aller voir dans la galerie. Donc ici, je sais pas, on va voir. Des fois, en fait, on peut agir sur les tableaux, mais là, en fait, il n'y a pas d'action qui apparaissent. Donc, j'essaie d'aller voir par ici. En fait, il n'y a personne. Ouais. Apparemment, peut-être là, ils n'ont pas laissé de pièces artistiques. Voilà, donc là, il y a aussi en fait du son des fois qu'on peut avoir. Mais voilà un petit peu le genre de bâtiment qui existe. Et après, donc moi, vous voyez, après, je vais vous montrer en fait la galerie, donc en fait que j'ai appelée en fait de Mageva à Megève Art Gallery, donc qui est un autre endroit des Decentraland. Je l'ai mis aussi en fait ici. On va essayer d'aller dessus. Donc, alors si donc après, alors soit vous pouvez donc dans cette séance, on n'aura pas le temps d'apprendre à tout le monde comment comment en fait on utilise un wallet, donc un portefeuille
d'art digitalisé ou de crypto-monnaie. Pour ceux en fait, qui ne savent pas, on pourra essayer de faire d'autres réunions d'introduction, mais là aussi parmi vous, je sais qu'il y en a un bon nombre qui le savent. Donc là, en fait, vous voyez, soit en fait, vous en fait, si vous étiez, si vous n'avez pas d'un petit module qu'on rajoute dans le navigateur, qui est donc ce portefeuille de crypto-monnaie ou crypto-actif, wallet, eh bien, vous pourriez choisir guest. Là, en fait, moi, je vais y aller sous mon nom. Alors, on va peut-être attendre que ça charge, et puis on va revenir à la présentation, parce que ça prend toujours un petit moment pour charger. Donc, si je reviens à la présentation, voilà. Donc, vous voyez, donc pour ce qui est digital, on peut afficher dans le monde digital et monde virtuel facilement une image qui est déjà digitale, une vidéo, des bâtiments 3D, c'est facile puisque c'est déjà digital. Mais quand on veut en fait lier des œuvres réelles comme les tableaux et les sculptures, eh bien là, il va falloir trouver un moyen pour les lier à un certificat numérique. Et donc, pour que le titre de propriété de cette œuvre qui existe, une sculpture ou un tableau, puisse être retranscrite dans un certificat numérique et qu'après on puisse, par exemple, faire des transferts de propriété d'œuvres, même physiques, grâce à ces certificats numériques. Et en échangeant un certificat numérique avec une autre personne, on peut devenir donc propriétaire d'une œuvre réelle parce qu'on a acheté son certificat et puis après l'œuvre réelle, soit elle reste dans un musée ou dans un endroit où elle est stockée, et ce certificat peut être retradé avec d'autres personnes, soit en fait l'œuvre, on demande à ce qu'elle soit envoyée à telle adresse. Et on a non seulement donc le certificat numérique qui dit qu'on est bien la bonne personne qui est propriétaire de l'œuvre physique, mais aussi on a l'œuvre physique chez soi. Des questions sur ces premières notions? En fait, si j'ai bien compris, il peut y avoir des œuvres virtuelles, mais il peut y avoir aussi des œuvres réelles, si je puis dire. Voilà. Donc les œuvres réelles, ça va surtout s'agir en fait, il y a un titre de propriété numérique, qui est un certificat numérique. Et donc, on va dire, telle sculpture, celui qui a ce certificat numérique, c'est celui qui est propriétaire de la sculpture. C'est pour sécuriser la propriété, en fait. Tout à fait, et puis aussi augmenter la liquidité, parce qu'en fait, ce certificat peut être après tradé avec n'importe qui dans le monde. Et si quelqu'un l'achète, vous voyez, avec les crypto-monnaies, il y a un mécanisme de confiance qui est assuré. Et donc, il n'y aura pas... Parce qu'en fait, si vous achetez... Un Chinois vous achète une œuvre, peut-être que vous ne l'avez jamais rencontré, donc vous vous demanderiez s'il va vraiment vous donner l'argent, etc. Là, en fait, quand on fait une transaction avec les crypto-monnaies, vous serez assuré que la transaction se fait jusqu'au bout, puisqu'il y a un contrat intelligent qui sera exécuté. Il n'y a pas de personne intermédiaire qui peut l'arrêter une fois que chaque partie a accepté la transaction. Donc, voilà, alors moi, c'est bon, là, je vais retourner, je vais vous montrer maintenant, je vais vous remontrer le Decentraland où il y a mon terrain, là, que j'ai construit, donc la galerie. Alors, stop share, et puis, voilà, donc là, l'idée, en fait, c'est, j'ai travaillé avec un certain nombre d'artistes de Megève, et puis on va aussi les mettre en valeur sur Decentraland, comme l'a fait Sotheby's. Donc, c'est ici. Okay. Donc là, est-ce que vous voyez mon avatar? C'est bon, vous voyez à l'écran? Encore, non? Ah, c'est bon. C'est bon? OK, donc là, alors après, donc il n'y a pas un grand nombre de terrains, il n'y en a que 90 000 dans Decentraland. Et en fait, après, il y a des terrains qui valent plus ou moins cher parce que, par exemple, ils sont plus ou moins proches d'une route. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, sauf erreur, je dois avoir en fait une route. Non, c'est pas ici. Je vais retourner. Voilà. Hop. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Voilà.
Donc, vous voyez le bâtiment dans le fond, là, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, c'est là mon bâtiment de donc la galerie de Magueva à Megève Art Gallery. C'est celle-là. Donc, vous voyez, on a 2 étages, 3 étages même. On peut, après, sur les murs, mettre certaines œuvres. Hein, avec, vous voyez, au centre, là, en fait, j'ai une copie aussi de la croix Magueva, vous voyez, qui est là. Donc là, je pourrais monter à l'étage si je voulais. Et puis, j'ai un exemple, je pense, de NFT qui doit être par là. Oui, la route, elle est là. Donc là, en fait, il y a des gens qui passent plus, quoi. En fait, il y a un bus qui passe assez souvent. Et là, vous voyez, en fait, cette image-là, qui est en plus entourée d'un halo blanc, en fait, c'est donc une œuvre qui a été créée et qui représente Vitalik Buterin, qui est en fait un des techniciens, un des experts techniques derrière tout ce qu'on appelle les technologies blockchain, assez connu. Et donc, pourquoi en fait elle est en blanc? C'est parce que, en plus, cette image-là, elle m'appartient, et donc elle est représentée en blanc, parce qu'en fait, elle est liée à un certificat numérique, et ce certificat numérique est aussi un NFT. Donc, voilà pour l'exemple. Et donc, il y a Adriana, je crois, qui nous a rejoint. Donc, Adriana, qui est donc l'artiste donc qui fait des peintures et des photographies et même d'autres choses. Si Adriana, tu veux en dire... Oui, je vous enverrai la localisation, les localisations, peut-être après la présentation, ou quand Céline parlera, ou Gabriel, pour si vous voulez aller voir, visiter dans Decentraland. Donc, Adriana, je crois que tu es arrivée, non? Ok, peut-être qu'elle peut... Ah, elle a son micro qui n'est pas encore connecté, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais retourner sur les présentations. Il faut que je partage. Share screen. Voilà. Donc, voilà, donc pour l'instant, on a expliqué des exemples de l'art digitalisé, donc des photos, des images, des modèles 3D, et puis maintenant, comment est-ce qu'on peut lier un certificat numérique avec des objets réels, des œuvres d'art réelles? Donc, qu'est-ce qu'un certificat d'art traditionnel? Quand vous achetez une œuvre d'art, bon, en général, si vous voulez prouver l'authenticité de votre œuvre, l'artiste ou la galerie va vous donner un certificat papier avec un certain nombre d'informations, dont par exemple le nom de l'œuvre, le nom de l'artiste, l'identité, hein, bien sûr, sa signature, pour bien indiquer, alors elle peut être sur l'œuvre, mais en fait elle peut être aussi sur le certificat, puisque là, comment est-ce qu'on fait pour savoir si un certificat papier est véridique? On va essayer de faire une reconnaissance de signature aussi. Alors bien sûr, il y a la qualité de l'art, mais je veux dire, la signature à la main est une preuve importante. On pourrait avoir un certain nombre d'exemplaires. Hein. Certaines fois, quand c'est des photos, en fait, elles sont imprimées à 9 exemplaires ou à plus. On pourrait avoir le numéro d'exemplaire dans notre certificat papier, la date de création. On pourrait avoir aussi, alors ça, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais là, c'est Céline qui va un petit peu détailler toutes ces problématiques. Mais par exemple, ce qui pourrait être intéressant quand même, c'est même si par exemple, bon, j'ai acheté une photo, le numéro 3 d'une photo, d'un exemplaire sur 9 au total. Est-ce que j'ai le droit justement de faire un scan de cette photo digitale et puis après de la remettre, par exemple sur Decentraland, de la mettre dans mon bâtiment parce que j'ai acheté le format papier. Mais en fait, c'est pas sûr. Il y a plein de choses en fait qui ne sont pas sûres. Donc en fait, l'idéal, ça serait aussi que les droits donnés à l'acheteur et aussi ceux gardés par l'artiste soient bien spécifiés dans le document. Parce que voilà, c'est pas parce que j'ai une photo d'un ami artiste que peut-être je peux le scanner et puis le mettre dans Decentraland. Je dois peut-être lui demander son avis encore. Donc, en fait, vous voyez, même pour les certificats papier, c'est pas toujours très clair. Alors peut-être aussi les artistes qui sont présents ou ceux qui connaissent mieux. Peut-être j'ai oublié un champ, hein, c'est peut-être pas parfait, mais à mon avis déjà j'ai pas mal d'éléments là-dedans. Et donc, l'idée c'est que
en fait, il y a déjà une idée bien simple, c'est-à-dire que finalement, dans un certificat numérique d'art, il faudrait que je retrouve un petit peu déjà les mêmes choses. Hein, parce que sinon, donc je pourrais avoir une signature digitale. Vous savez, maintenant, on peut avoir, par exemple, notre identité qui est certifiée par un organisme, Swiss Post, La Poste ou d'autres. Même, en fait, on va avoir des cartes d'identité numériques hein, bientôt avec des puces. Et donc, on pourrait signer digitalement que c'est bien Jean-Marc Seigneur qui a signé ce certificat digital. Donc, dans le certificat digital, on aura des champs textes, hein, des champs textes de ce type-là. Et peut-être, vous allez voir quelques autres champs aussi qui sont nécessaires pour faire le lien, par exemple, entre le certificat numérique et l'œuvre, si c'est une œuvre physique réelle, un genre de champ qui nous permet de faire ce lien entre l'œuvre physique et le certificat numérique. Donc maintenant, si on regarde un exemple de transaction de propriété d'art, mais numérique. Je vous explique un peu. Alors, je vais passer en mode slideshow, ce sera plus simple. Voilà, donc en fait, ce qui se passe dans le monde numérique, c'est que pour devenir propriétaire d'un nouvel art digital, si on veut utiliser une blockchain et donc être sûr qu'une transaction va bien se passer, que la personne en face ne va pas oublier d'envoyer l'argent ou de payer, si les deux parties s'entendent, et bien après on peut utiliser donc ces technologies blockchain de confiance. Et en général, donc on va avoir chacun un compte, une adresse dans un livre comptable, donc un registre, on va appeler ça un registre. En anglais, ça s'appelle ledger. Et donc là, par exemple, vous voyez, au lieu que ça soit déjà pour l'instant distribué, on va dire c'est juste un registre, par exemple, et c'est notre banque, c'est une banque d'art. Notre banque, elle nous permet aussi d'avoir des coffres digitaux. Et par exemple, dans l'application mobile qu'on aurait de notre banque, on pourrait avoir en fait un certain nombre d'œuvres digitales. Et si on voulait transférer ces œuvres digitales à d'autres, eh bien, il faudrait que j'envoie un ordre à ma banque et lui dire, comme quand je fais une transaction bancaire, je lui dire, je veux transférer. Vous voyez, donc là, par exemple, on aurait ici, on aurait donc Alice, donc qui serait propriétaire d'un certificat. On peut appeler ça aussi un jeton numérique. Donc, c'est le jeton qui dit que tant que j'ai ce jeton-là dans mon compte, je suis propriétaire, par exemple, d'une photo d'Olivier Tops. Donc, Alice décide de dire, OK, elle s'entend avec, alors j'ai mis Bob, et avec l'application, elle va dire, écoute, Bob, OK, Bob m'a payé 1000 € et je vais lui donner le certificat de propriété de cette photo. Alors, vous voyez, pour une banque, en fait, donc Alice, elle signerait digitalement. Alors, c'est avec une application, hein, c'est pas compliqué. Vous avez déjà signé des choses digitales à la banque ou à d'autres endroits, ou même quand on reçoit un colis de Amazon, par exemple, hein, on signe avec notre doigt, ça ressemble à rien, mais c'est considéré comme une signature donc digitale, puis après c'est envoyé dans le système. Là, ce serait pareil, elle signerait, OK, je signe une demande qui va être envoyée à ma banque, à mon registre dans ma banque. Et ma banque, comme elle va vérifier la signature électronique, elle va donc accepter que si Alice elle a signé digitalement que le jeton numérique qui est la propriété de l'art de la photo d'Olivier Tops soit transféré à Bob, et bien la banque va, si Alice a bien cette œuvre d'art, elle va bien lui transférer. Sauf que regardez, il y a un problème. Vous voyez là, parce qu'en fait, parce que Bob, par exemple, lui a peut-être donné les 1000 €, mais qu'est-ce qui pourrait se passer si, avant que le message de transfert de propriété arrive à la banque, et donc, entre-temps, Alice, elle re-signe une autre demande, en fait même action, qui dirait de transférer ce jeton d'art numérique, donc la photo d'Olivier Tops, à Charlie. Vous voyez, en fait, ça serait le premier message qui arrive à notre banque, comme quand il y a des chèques en blanc, si vous voulez. Le premier message qui arrive à la banque, ça sera celui qui va être déclenché. Et donc, si c'est Bob, le message de Bob qui arrive en premier, donc le transfert sera de Alice à Bob. Mais quand Charlie, lui, par exemple, aurait aussi donné les 1000 € à Alice, mais quand le message arrive à la banque, ça aurait été comme un chèque en blanc. Charlie, lui, ne pourrait pas avoir la propriété puisque la propriété aurait déjà été transférée à Bob. Donc, vous voyez, ça, cette problématique de
double dépense, vous voyez, ou de chèques en blanc, ou de transferts d'art numérique multiples, parce que le système prend un certain temps à valider les transactions, eh bien, il arrive quand on utilise des chèques, il peut arriver quand on utilise des signatures digitales normales, mais il ne peut pas arriver quand, en fait, ce registre-là ne va pas être justement qu'un système centralisé d'une banque, mais où, en fait, le registre va être recopié, et c'est là, en fait, qu'on dit que c'est une blockchain. Vous voyez, en fait, dans le monde entier, le registre, au lieu qu'il soit sur un seul serveur, il va être recopié sur des milliers de serveurs dans le monde. Et en fait, si vous voulez, quand vous allez faire votre transaction sur la blockchain, eh bien, il y a un mécanisme qui garantira que, en fait, si vous avez fait la transaction et qu'elle va jusqu'au bout, que vous ne pourrez pas être arnaqué et que Alice, elle ne pourra pas faire un chèque en blanc ou avoir donné avant, avec un délai, en fait, l'art digital à quelqu'un d'autre, ou le jeton de propriété digitale à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un premier point, c'est-à-dire que cette technologie-là, alors je ne peux pas vous expliquer en détail parce que c'est très compliqué, mais vous voyez, moi donc, je suis professeur à l'Université de Genève, je travaille sur ça depuis 15 ans, donc vous pouvez me faire confiance. Il faut faire attention parce que des fois, il y a des scams dans toutes ces nouvelles technologies, mais là, on est sûr, ça a été revu par des milliers de personnes dans le monde qui connaissent le domaine. Cette technologie fonctionne, et donc vous êtes sûr que quand le jeton de propriété numérique, si vous avez envoyé l'argent et que vous avez payé 1 000 euros en crypto-monnaie, on va dire, eh bien, vous êtes sûr de recevoir le jeton numérique de propriété. Ce qui n'était pas forcément le cas, vous avez vu, si on prenait juste les signatures digitales sans la blockchain. Donc, quand on mixe, on ajoute les signatures digitales et la blockchain, ben là, on a un mécanisme de confiance. Et deuxièmement, un deuxième point aussi, vous voyez, comme là, il y a des participants dans le monde entier, même si, par exemple, il y a un pays qui a interdit ce genre de transaction, ou une entité voudrait vous interdire l'accès à votre compte, ce n'est pas possible parce que l'accès à votre compte, en fait, il est maintenu par toute une communauté dans le monde. Et si, par exemple, la Chine, elle veut bannir ce genre de transaction, y compris pour l'art digital, par exemple, Salvador ou d'autres pays qui vont reprendre la main parce que c'est une communauté, un effort de communauté qui maintient ce système. Donc, je pense pour ceux qui ne connaissaient pas la blockchain, c'est peut-être pas encore tout clair, mais qu'est-ce que ça va nous donner, ces technologies-là? Donc, vous voyez, on n'a pas de risque. Par exemple, il y a juste une banque qui décide d'arrêter votre accès à votre compte et à votre argent sur le compte, et aussi peut-être à vos arts digitalisés qui sont aussi dans ce compte-là. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est une communauté, et dans le monde, il y aura tout le temps des gens qui seront là pour faire tourner le service, et ce n'est pas contrôlé par une seule personne. Même pas, ce n'est pas contrôlé par un gouvernement, ni par plusieurs gouvernements. Donc, vous êtes sûr déjà qu'à la différence qu'à Chypre en 2013, il y avait 2 banques nationales qui avaient fermé l'accès aux Chypriotes à leur compte, et donc ils ont perdu une grande partie de leur argent, en fait, parce que ces 2 banques nationales avaient été fermées et ils n'avaient plus accès à leur argent. Là, avec, vous voyez, quand c'est les signatures digitales et la blockchain, eh bien, dans le monde, il y a beaucoup plus de chances que ce système soit toujours disponible, parce qu'il n'est contrôlé par personne, c'est un effort communautaire. Et donc, vous ne risquerez pas d'avoir vos arts digitaux qui sont bloqués grâce à cette technologie-là. Deuxièmement, vous voyez, comme on a en fait des certificats de propriété numérique d'art, eh bien, on peut transacter avec n'importe qui dans le monde, même quand on ne les a jamais rencontrés. Et on est sûr que si, par exemple, si vous vous dites, cet art-là, je veux le vendre pour 1 000 euros, eh bien, si la personne en face accepte cette condition-là, vous êtes sûr que la technologie va faire que vous allez bien recevoir les 1 000 euros et lui, il va bien recevoir le certificat d'art digital. Et après, on peut faire beaucoup d'autres automatisations aussi avec ce genre de système. Donc, par exemple, aussi, ce qui peut se passer, là, ce qui est intéressant pour les artistes, c'est que si, par exemple, quand Olivier Tops, il m'a vendu une photo, par exemple,
eh bien, si moi je la revends à quelqu'un d'autre, lui, il n'aurait pas de royalties. Vous voyez, normalement, en général, l'artiste, il ne sait pas quand il y a une revente. Et bien là, comme c'est tracé sur la blockchain, dans le registre comptable décentralisé, eh bien, l'artiste, automatiquement, il pourra recevoir, par exemple, ça c'est mis au départ, 5 à 10%, par exemple, de la valeur de la revente. Ensuite, il y a quand même des inconvénients, parce que vous voyez, tous ces systèmes sont très récents, il y a des aspects légaux non finalisés, c'est pour ça aussi que Céline va nous en dire plus, et aussi Gabriel. Il y a des fois des bugs. Alors, dans tout ce qui est système vraiment, là dont je vous parle, par exemple Decentraland, OpenSea, Bitcoin et Ethereum encore plus, ils ont été éprouvés. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi qui traînent. Donc, faire attention dans ce domaine. Utiliser bien que les services les plus connus, et même à la rigueur, demander à des personnes qui connaissent bien le domaine avant de faire des choses. Donc, pour les gens là qui voudront peut-être faire une autre session, mais où on sera plus avec les débutants, en fait, si vous voulez, pour créer un compte, vous voyez, on peut avoir de l'art digital dans ce compte-là, donc un crypto wallet. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que n'importe qui dans le monde, dès qu'il a un smartphone ou un ordinateur, il peut créer ce compte-là parce que c'est un compte qui est créé avec des fonctions mathématiques. Et c'est grâce aux mathématiques que votre compte va être protégé. Donc, vous voyez, vous dépendez de personne, vous dépendez des maths, des mathématiques, c'est l'oracle des mathématiques qui vous protège. Il a été démontré que, oui, même les ordinateurs les plus puissants au monde, les scientifiques les plus puissants au monde actuellement, n'ont pas encore réussi à casser ce genre de système. Et en fait, dans ce système-là, vous avez dans votre compte, vous allez avoir une clé privée qui, bien sûr, vous ne devez jamais mettre en public, parce que sinon, toutes les personnes qui ont cette clé privée vont pouvoir aussi faire accéder à ce compte-là, faire des transactions, envoyer les arts digitalisés ou les crypto-monnaies qui sont sur ce compte à d'autres comptes. Donc, il faut vraiment garder cette clé secrète. C'est pour ça qu'on l'appelle la clé privée. Et ensuite, vous avez votre clé publique. Et la clé publique, en fait, va correspondre à une adresse qui est l'adresse de votre compte. C'est comme l'IBAN de votre compte. Et c'est grâce à ça que des gens vont pouvoir vous envoyer des pièces d'art digitalisées sous forme de certificats numériques, ou on va voir juste après donc NFT, ou des crypto-monnaies. Donc ça, on verra aussi, vous en faites pas pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. On passe assez vite parce qu'il y a aussi un bon nombre de gens parmi vous qui sont assez avancés. Donc en fait, dans les NFT, là, je vous parlais idéalement, théoriquement, qu'est-ce que ça devrait être. Et en fait, pour moi, ça devrait être assez proche d'un certificat d'art traditionnel, mais vous avez vu avec les champs numérisés, on va dire. Or, c'est pas du tout le cas. Actuellement, c'est encore assez incomplet. Vous avez vu, ça vaut 7 milliards le marché de l'art digitalisé avec des NFT, à peu près 7 milliards selon JP Morgan de dollars. Donc, il y a beaucoup de spéculation. Mais actuellement, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on achète. Et donc, ça aussi, c'est ce que Céline nous en dira un peu plus au niveau légal après. Alors, donc en théorie, donc NFT, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un jeton, vous vous rappelez, on parlait d'un jeton numérique, mais en fait, en anglais, c'est non-fungible, c'est-à-dire que c'est un jeton qui est unique. Il ne peut pas être ce jeton-là, quand vous avez un jeton, vous voyez par exemple un certificat d'art qui vous donne la propriété pour une œuvre d'art bien précise, une sculpture. Eh bien, cette sculpture-là, il n'y en a pas 10 000, et donc elle est aussi bien spéciale. Elle est peut-être en plusieurs exemplaires, mais il y a un certain numéro dessus. Elle est à vous, quoi. Et donc, dans le jeton, il va y avoir aussi le numéro de la statue. Et vous ne pouvez pas échanger cette statue-là contre une autre, parce que l'autre sera fait par un autre artiste. Vous voyez, ce n'est pas échangeable. Ce n'est pas comme une pièce d'un franc ou d'un euro qu'on peut échanger avec une autre pièce. Et finalement, on a toujours 1 euro. Une œuvre d'art, elle est bien spécifique, et un tableau, il ne vaut pas un autre tableau, quoi. Donc, c'est pour ça qu'au lieu d'appeler ça un jeton numérique, on appelle un NFT, c'est un non-fungible, donc c'est un jeton numérique qui est unique, qui ne peut pas être remplacé par un autre. Et c'est pour ça que pour les œuvres digitales, c'est assez simple. On va dire qu'un jeton numérique, il est lié à donc, une signature numérique qui correspond en fait à la signature numérique que chaque
œuvre peut avoir. Chaque image, en fait, dans le monde, quand vous prenez une photo et qu'une autre personne prend une autre photo, il y aura toujours un petit pixel qui va bouger. Et donc, les deux images auront des signatures différentes. Les vidéos, c'est pareil. Le texte, vous changez un seul caractère dans un document Word, vous avez une signature numérique différente. Donc, pour tout ce qui est œuvre digitale, eh bien, c'est très facile, parce que dans le jeton, vous allez mettre, idéalement, vous mettriez la signature numérique qui correspond à la signature numérique de votre œuvre digitale, que ce soit une image, une vidéo, une pièce 3D, un environnement, un bâtiment dans un monde, dans un métavers. Et donc, c'est facile à lier. Les œuvres physiques, c'est plus dur, parce qu'en fait, vous voyez, une œuvre physique, elle est faite de matière. Un tableau, c'est pareil, il est fait de matière. Et donc, là, on va devoir, dans le certificat, on va essayer de trouver une méthode pour dire, OK, essayer de reconnaître cette sculpture externe. Donc là, il y a différentes possibilités. On pourrait très bien dire, OK, on va reconnaître la forme de la sculpture, ainsi que sa forme 3D ou si c'est un tableau 2D, et en faire une signature numérique. Mais vous voyez, en fait, comme c'est une photo du tableau, il y a toujours une petite différence entre la photo et le tableau. Si je prends deux photos d'un même tableau, parce qu'on aura bougé un petit peu, on aura une signature numérique différente. Donc, il y a encore du travail. Hein, même au niveau de la recherche, il y a encore des pistes à ce niveau-là. Ou sinon, finalement, sur la sculpture ou le tableau, on peut mettre un QR code ou un numéro de série gravé. Hein, par exemple, dans les voitures de collection, par exemple pour Denis là, qui est présent, dans les châssis, vous savez, il y a un numéro. Mais vous voyez, ce n'est pas parfait parce qu'on peut décoller le QR code, le mettre sur un faux, graver le numéro de série. Ou alors aussi, on pourrait mettre par exemple une puce sans fil à l'intérieur d'une statue, mais si on extrait la puce et on la met dans une autre, c'est pareil, on peut essayer de tricher. Donc en fait, ce n'est pas aussi simple de faire un certificat numérique d'une œuvre d'art externe, mais vous voyez, il y a quand même des pistes. Et après, même quand quand vous avez un NFT, un jeton numérique qui est le titre de propriété d'une image numérique ou d'une œuvre digitale, eh bien, ce n'est pas le tout, parce qu'en fait, c'est juste, vous voyez, c'est comme le certificat papier. Il dit que oui, vous êtes propriétaire de cette œuvre-là, mais cette œuvre-là, alors, où est-ce qu'elle est stockée? En fait, quand vous l'avez obtenue au départ, c'est ce qu'on conseille, c'est que vous copiez dans une archive locale, et même sur un cloud, que vous avez le contrôle de cette image, de cette vidéo. Mais en fait, le NFT, vous voyez, par défaut, et très souvent, en fait, il ne contient pas l'œuvre digitale. Il y a un lien vers l'œuvre digitale. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que, en plus de la copie personnelle, vous pouvez avoir, par exemple, un lien sur un serveur centralisé, mais le serveur centralisé, quand vous n'allez plus payer l'abonnement sur le serveur, il va peut-être fermer, il va peut-être aussi avoir un bug. Donc, vous voyez, c'est un point de problème, parce que si le serveur ne fonctionne plus, vous n'avez plus accès à l'œuvre digitale en question. Et après, il y a des services qui sont distribués, ça on pourra en reparler, mais donc par exemple, justement, qui utilisent aussi des effets de communauté pour essayer de garder des copies des fichiers. Mais en fait, vous voyez, ces communautés, la plupart du temps, il y a une économie derrière. Si elles ne sont pas incitées financièrement à faire tourner des serveurs pour garder les informations, à un moment donné, elles vont s'en désintéresser et puis finalement, le fichier il sera aussi perdu. Donc, vous voyez, donc le NFT, c'est aussi très rare où, quand vous avez un NFT, vous n'avez pas forcément l'œuvre. Et même en général, vous n'avez pas l'œuvre, il y a un lien peut-être vers l'œuvre digitale. Et si elle est externe, c'est vraiment aussi une œuvre externe. Et donc, c'est juste le titre de propriété. Voilà, donc en fait, si on regarde ici, qu'est-ce que moi j'aurais mis dans un NFT ou dans un type de jeton comme ça, en fait, j'aurais eu, vous voyez, les mêmes champs qu'on avait dans le certificat numérique, non, le certificat imprimé d'art. Et donc, j'aurais eu le nom de l'œuvre, le nombre d'exemplaires, le nom de l'artiste. Mais après, en fait, on va rajouter un nombre de champs aussi, bien spécifique. Donc, par exemple, vous avez eu le lien vers l'œuvre digitale, par exemple, vous voyez, une URL vers soit un serveur centralisé ou dans un système décentralisé, mais en fait un lien vers l'image, la vidéo ou l'œuvre en 3D.
ou alors aussi, qu'est-ce qu'on va rajouter aussi dans cette version numérique du certificat d'art? Eh bien, par exemple, vous voyez, des automatisations. Par exemple, que l'artiste, eh bien, à chaque revente, il aurait 10%. Et là, vous voyez, comme c'est numérique, comme c'est automatisé aussi avec la blockchain, eh bien, ça permettra à l'artiste d'avoir un certain pourcentage de royalties quand l'art ou le jeton de propriété numérique sera revendu. Et puis après, concernant l'identité de l'artiste, donc là, comment est-ce que ça peut se passer? En fait, ça va jouer avec les adresses des comptes, des comptes, des wallets qui contiennent les crypto-monnaies, mais aussi les œuvres d'art digitalisées ou les NFT du vendeur ou de l'acheteur. Et bien en fait, chaque adresse qui serait important là, et surtout aussi au départ, pour l'artiste au départ, parce que lui, quand il va créer le NFT, le premier NFT, qui est le jeton de propriété d'une certaine pièce d'art, et bien ensuite, elle va transiter en différents comptes. Mais le premier compte, il faudrait qu'il soit justement vérifié comme appartenant bien à tel artiste. Par exemple, Pierre Margara, le KYC, en fait, si vous voulez, c'est ce qui s'appelle le Know Your Customer, connaître son client. Et il est quand même très important que dans ce NFT, initialement, on ait l'identité de l'artiste au départ, parce que sinon, vous voyez, si moi, par exemple, je fais une copie d'une œuvre digitale, d'une sculpture en 3D de Pierre Margara, et puis je crée moi-même le NFT, je pourrais me faire passer par Pierre Margara si cette adresse n'était pas vérifiée comme appartenant vraiment à Pierre Margara. Donc, on a besoin quand même aussi d'autres champs que dans les certificats d'art imprimés. Et pour terminer, en fait, donc pratiquement aujourd'hui, en fait, c'est ça aussi qui est un peu surprenant, bien qu'il y ait 7 milliards d'art digitalisés avec des NFT actuellement, eh bien, la plupart du temps, donc, il n'y a pas l'œuvre originale, elle n'est pas contenue dans le NFT, mais pire, en fait, il n'y a pas d'informations claires sur les droits donnés et gardés par le NFT. Et donc, moi, ce que je recommanderais, c'est si, par exemple, chez Armatan, à Megève, vous achetez, puisqu'il est crypto-friendly, il peut accepter des crypto-monnaies, alors il commence à travailler sur les NFT, justement, et si un jour vous achetez aussi un NFT chez lui, il peut être très intéressant d'avoir quand même une version papier qui dit aussi, signée par l'artiste, et puis aussi la galerie qui dit, attention, oui, c'est un NFT, et c'était bien le compte initial de l'artiste, c'était bien sa vraie identité. Donc moi, en fait, c'est ce que je préconiserais actuellement aussi. Et puis donc, je vais laisser la parole à Céline Moual, donc avocate chez Tage, et puis qui est très connue dans le monde des blockchains et crypto-monnaies, résidente secondaire à Megève, donc qui fait partie du club, qui est aussi dans les membres du bureau. Et puis après, donc, on aura Gabriel qui pourra aussi compléter. Donc, Céline, est-ce que tu es là? Je pense qu'elle est là. Normalement, tout à l'heure, elle était là. Voilà. Oui. Céline, es-tu là? J'ai peut-être été un peu long, mais bon, c'était pour... Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Alors, attends, je vais remettre mes écouteurs, ça sera quand même mieux. Oui. Voilà, là, ça devrait être pas mal. Hop, parfait. Bon. C'est bon? Oui, c'est bon, on vous t'entend. Parfait, ok. Alors, moi, ce que je voulais vous donner, en fait, c'est quelques infos. Ah, mais vous ne voyez pas. Alors, je vais tout remettre. Voilà, parfait. Moi, ce que je voulais communiquer avec vous, c'était quelques infos un peu juridiques, on va dire, sur le sujet, puisque comme Jean-Marc a pu l'évoquer, en fait, on a quand même quelques soucis au niveau des NFT. Vous aurez compris que les NFT, ça peut représenter deux types de supports. Soit, finalement, allez, on va dire une œuvre d'art, mais on reviendra sur la définition d'œuvre d'art au sens juridique du terme, avec la problématique des œuvres, de la création de l'œuvre, du droit de suite, qui est propriétaire de l'œuvre, etc. Et puis, on a un autre volet qui est finalement le NFT au sens de, un certificat d'authenticité, où on a une œuvre physique, par exemple, ou un objet physique, et on y adosse un NFT qui ne serait finalement que le support digital d'un carton d'authenticité.
On a vu d'ailleurs, on l'évoquait avec Jean-Marc, que certaines maisons de luxe notamment s'intéressent au sujet et envisagent, eh bien, si on achète une montre de luxe, un sac à main de luxe, eh bien, finalement, d'avoir une traçabilité parfaite grâce à la blockchain. Et donc, on n'aurait plus la petite carte d'authenticité, mais on aurait un NFT qui serait le support digital de notre, de notre acquisition, et ce qui permet de vous à moi de lutter très efficacement contre la contrefaçon. Puisque si on inscrit en fait des objets d'art et qu'on les trace via la blockchain, on aurait un avantage assez majeur pour lutter contre la contrefaçon. Et ça se retrouve également dans certains projets de lutte également contre les faux médicaments. Donc voilà, mais si on en revient aux NFT et aux droits d'auteur. Alors, sachez quand même que, bien évidemment, on n'a pas dans le code de la propriété intellectuelle et plus largement dans le code civil, de définition du NFT. D'accord ? On retrouve la définition d'actif numérique au sens très large depuis la loi Pacte dans le code monétaire et financier et dans le règlement général de l'autorité des marchés financiers. Mais tout ce qu'on a aujourd'hui comme texte concerne soit les levées de fonds en crypto-monnaie, que l'on appelle les ICO, soit les prestataires de services sur actifs numériques, autrement dénommés en droit français les PSAN. On n'a pas encore de texte sur le NFT et on n'a pas encore de décision sur les NFT. Donc, pour essayer de faire un petit rappel juridique, on doit regarder dans les textes comment on peut qualifier cet objet pour l'instant non identifié. Alors, sachez qu'il faut qu'on se pose la question de savoir véritablement déjà ce qu'on achète, ce qu'on acquiert quand on devient propriétaire d'un NFT. C'est la première chose en tout cas à envisager. On a dans les textes la définition du droit d'auteur. Donc, je vous donne juste rapidement la définition. L'œuvre, on nous explique que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Donc, une œuvre de l'esprit, c'est une œuvre qui doit être, on va dire, originale et tangible. C'est ce qu'il faut retenir. Et que derrière, on y a certains attributs, des attributs que l'on appelle des droits patrimoniaux, où on peut retrouver un droit de reproduction, un droit de représentation et aussi un droit de suite. Je vous dis simplement, le droit de suite, vous savez, c'est finalement le fait de pouvoir percevoir un pourcentage du prix de vente à chaque session de l'œuvre. Donc, on a ces éléments-là et pour pouvoir créer un contrat, il faut bien évidemment mettre en place une contrepartie financière. Ça peut être un contrat d'édition, donc là, on va céder finalement les droits d'auteur, ou un contrat de représentation où l'auteur va donner son autorisation pour représenter l'œuvre. Alors, le NFT, si on regarde, c'est un jeton non fongible qui parfois va représenter un actif physique ou numérique qu'on va inscrire dans une blockchain. Et cette blockchain va permettre de certifier l'authenticité de cet actif. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas qualifier le NFT en tant que tel d'œuvre d'art. C'est la première des choses à envisager, c'est une représentation d'un actif physique ou numérique inscrit dans une blockchain. Ensuite, ce qu'on essaye de savoir, de comprendre, c'est que finalement, ce jeton, ici, il va donner accès à un fichier numérique qui est lui-même enregistré dans une blockchain. Alors, si on suit ce raisonnement-là, finalement, on pourrait dire que le NFT n'est pas le support de l'œuvre. On a finalement le NFT qui est la représentation, encore une fois, d'un sous-jacent. Et ce sous-jacent, ça peut être une œuvre physique ou ça peut être une création en JPEG ou un fichier musical, etc., etc., etc. Donc, ce qui nous intéresse finalement, c'est que le NFT, il n'est que la contrepartie finalement de cette conformité, de cette authenticité. Alors, on a vu certains produits, si vous reprenez par exemple Beeple,
Beeple qui s'est vendu 60 millions de dollars, etc. On parle de NFT Beeple. Mais juridiquement parlant, l'œuvre, ce n'est pas le NFT, d'accord? L'œuvre, c'était autre chose. C'était une représentation digitale et le NFT n'a fait finalement que tracer tout cela, n'a fait finalement que de permettre d'arriver à l'œuvre. Donc, c'est ça qu'il faut concevoir, c'est qu'en droit français, pour nous, le NFT n'est pas en tant que tel l'œuvre d'art. Ce qu'il faut aller voir, c'est le sous-jacent de ce NFT. Donc, ça, c'est vraiment important et on n'a pas encore creusé, j'ai envie de dire, un peu plus en amont. Et l'autre point qui, pour moi, me semble finalement assez ambigu, c'est que se pose la question de savoir si l'émetteur du NFT est véritablement le créateur et l'auteur, puisque vous avez compris qu'en droit de la propriété intellectuelle en France, ce qu'on protège, c'est le droit d'auteur via le droit de représentation, le droit de cession, le droit de suite, etc. Et très souvent, l'émetteur du NFT n'est pas forcément le créateur de l'œuvre d'art qu'il y a en dessous. Donc, tout cela mis bout à bout se pose la question, en amont de l'acquisition d'un NFT, on doit se poser 2 questions. La première, c'est est-ce que celui qui me le vend est l'émetteur et ou le créateur? Et surtout, qu'est-ce qu'on me vend? Est-ce qu'on me vend un NFT qui est la représentation d'autre chose? Et quelle est cette autre chose? Est-ce que c'est une œuvre physique? Est-ce que c'est une œuvre digitale en JPEG? Est-ce que c'est un bout de vidéo? Etc. Et je ne sais pas si il faut aussi le concevoir, c'est que le NFT, lui, est ancré dans la blockchain, mais ça ne veut pas forcément dire que l'œuvre elle-même est ancrée dans la blockchain. C'est complètement différent. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire tout le process. C'est-à-dire qu'on a des cas où finalement, une œuvre en JPEG est stockée sur un serveur et il n'y a que le NFT qui est lui-même ancré dans la blockchain. Donc, on n'a pas tout le processus encore complet. Alors, ça fait le buzz. On a forcément, comme le disait Jean-Marc, avec l'évolution et la mise en œuvre du métaverse, on voit arriver des NFT un peu à tout va. On peut citer également Adidas qui s'est emparé du sujet et qui nous sort des NFT qu'on pourrait très facilement utiliser. Mais même si on regarde, on en a parlé avec Jean-Marc hier, si on regarde par exemple la plateforme OpenSea, qui est une marketplace qui permet de revendre, d'acheter des NFT, eh bien, on n'a pas d'identification claire juridique sur le sujet. Il n'y a pas forcément de contrat précis pour nous expliquer ce que l'on achète. C'est à nous d'aller chercher les informations. Donc, à date, on ne sait pas forcément ce que l'on achète quand on achète et qu'on acquiert un NFT. Alors, ça supposerait bien évidemment, parfois d'être capable de lire le smart contract attaché derrière pour savoir ce que véritablement il a été finalement prévu. Mais de vous à moi, aujourd'hui, les gens, quand ils achètent des NFT, ils ne sont pas là pour décoder derrière le smart contract. Donc, il y a finalement parfois cette absence de possibilité de vérifier la réelle, on va dire, paternité des œuvres qui peut poser souci sur ces plateformes d'échange. C'est un vrai problème. Il n'y a pas encore forcément de solution. Ce qu'il faut peut-être envisager, c'est qu'on parle aujourd'hui finalement de NFT et de cession de droits d'auteur, mais derrière, donc, ça voudrait dire qu'il faut finalement essayer de codifier, de mettre en place finalement des licences, etc., par le biais finalement de techniques de technique pure, ce qui, de vous à moi, n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on achète un NFT, finalement, on ne sait pas véritablement ce qu'il y a derrière. On a un droit d'accès à un fichier JPEG, vidéo, voire à un carton d'authentification, mais ce n'est pas en soi l'œuvre ou c'est pas en soi, si on parlait, comme tout à l'heure, on parlait des objets de luxe, c'est pas en soi la montre. On achète le NFT, c'est différent de l'objet physique qui est la montre, qui est le tableau, etc. Donc, voilà, ça peut être un outil parfois intéressant pour les galeristes ou pour les créateurs, effectivement, d'adosser un NFT à un support physique. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est un objet important. Par contre, quand on est dans la création, qu'elle soit digitale, etc., dans ces cas-là, le NFT n'est que finalement une preuve parmi d'autres, mais n'est pas l'œuvre en tant que telle. Et ce n'est pas du tout expliqué comme cela sur les plateformes. Je ne sais pas si Jean-Marc, tu as eu le temps de finir l'opération sur OpenSea, mais tu n'as pas dû avoir plus d'informations très claires sur le sujet. Oui, tout à fait. Donc, bon, c'est vrai que des fois, on n'a pas le temps d'aller au bout
des tests et autres. Donc là, en fait, j'ai vraiment fait. Et en fait, c'est vrai que sur OpenSea, je peux confirmer, il n'y a aucun champ qui explique les droits qu'on aurait sur l'œuvre, entre guillemets. Sur les NFT, en fait, ils sont générés, quoi. Donc voilà, donc ça c'est important. Il faut vraiment, en tout cas d'un point de vue juridique, se poser les bonnes questions quand on souhaite acheter un NFT. La question, c'est de savoir quel qui est un juridique aussi assez fort, mais il nous manque aussi cet aspect. Quid de la fiscalité attachée à ça? Vous savez qu'il y a une taxation liée à l'acquisition d'œuvres d'art, etc. Il y a aussi des questions juridiques qui se posent. C'est une prérogative effectivement qui est nationale. Donc entre la France, la Suisse et les autres pays, il n'y a pas de régulation claire sur le sujet. Il en est de même pour la propriété intellectuelle et il en est, j'ai envie de dire, encore plus de même sur l'émission en tant que telle d'actifs numériques au sens très large. La France est dotée d'une régulation. La Suisse également, la FINMA délivre également certaines licences en tant que telles. Voilà, il n'y a pas encore de régulation mondiale, mais c'est par opposition même, j'ai envie de dire, avec la volonté des créateurs de la blockchain, puisque le but de la blockchain était d'être par définition décentralisé, dérégulé. On ne voulait pas de tiers de confiance. On voulait sortir du système, alors à la base, bancaire traditionnel. Aujourd'hui, il y a plein de digressions avec la blockchain, mais l'idée quand même, c'était au départ de sortir de ce monde centralisé, régulé. La blockchain Bitcoin qui a été la première à être créée, c'est le but. J'ai vu que dans les commentaires, on vous conseillait d'aller voir le reportage sur Arte, qui est un reportage absolument formidable et très bien fait, très ludique. Et voilà, je le conseille parce que c'est vraiment accessible à tout le monde, mais on apprend quand même des choses, même si on tourne sur le sujet depuis longtemps. Donc, c'est vraiment très bien fait. Mais l'idée, c'était, on ne veut pas de régulation, on ne veut pas de tiers de confiance, on ne veut pas d'organe central de contrôle. Donc, forcément, la régulation aujourd'hui qui vient, elle est, j'ai envie de dire, elle est un peu antinomique avec l'objet même de la blockchain, mais pour qu'elle se démocratise, cette technologie, on a quand même besoin d'y mettre un petit peu d'ordre. Et on voit les banques centrales se poser des questions, on voit les tests, alors je parle en droit français, mais on voit les tests Banque de France se mettre au pli, on voit certains organes plus ou moins publics comme la Caisse des dépôts obtenir des enregistrements pour être prestataire de services sur actifs numériques. Donc on voit au final qu'en France, beaucoup de choses se développent et plus, j'ai envie de dire, plus il y aura cette démocratisation, plus il y aura ce lien de confiance et de régulation, plus finalement la technologie blockchain arrivera dans tous les foyers. Voilà, c'est un peu ça l'idée quand même. Donc voilà. Merci. D'autres questions? Je voyais dans le chat, je vais regarder en bas. Une autre conférence. Oui, alors on parlera de la fiscalité sûrement peut-être dans une autre réunion. Donc maintenant, vous êtes membre du club, donc ce qui est bien. Peut-être un jour, on arrivera à essayer de plus sur Megève, au fur et à mesure. Méta, Facebook centralisé. J'aurais peut-être une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Bonjour, Jérémy Astavola. Je suis avec Anaïs Castillo, donc je suis nouveau dans le groupe. Et bonjour à tous déjà, et merci. Et simplement, je dis bonjour aussi à ma consoeur Céline Moelle, parce que je suis avocat également à Lyon, dans un domaine tout autre. Ah voilà. Voilà, donc, que je connais, mais voilà. Et je m'intéresse plus aux entreprises en difficulté, notamment aussi à la finance et la finance décentralisée, notamment sur l'aspect blockchain. Donc, j'étais avec TMA à Paris la semaine dernière. Ouais, sur blockchain et restructuring, justement. Mais je te suis un peu de loin depuis quelques mois, donc je sais aussi ton parcours sur Lyon. Donc, voilà. Bon, ma question était plus effectivement sur les NFT et sur une question justement sur ce que l'on vend, qui est l'émetteur, qu'est-ce qu'on achète. Et c'est vrai que tout ça, ça peut porter à confusion, surtout quand on voit, notamment sur OpenSea, qui est la marketplace, une des plus importantes, si ce n'est la plus importante en la matière. Et on ne sait pas vraiment effectivement ce qu'on achète. Je voulais simplement, et notamment sur Lyon, il y a une entreprise, il y a une boîte d'art qui s'appelle Vanguard et qui vend des tableaux. Voilà, j'interviens beaucoup à leur côté aussi. Et justement, l'idée, c'est qu'ils vendent des tableaux en broderie. Et ils attachent avec ce tableau le certificat, le NFT.
Et la question qui se pose, et il donne justement, c'est ce que vous parliez tout à l'heure, Jean-Marc, je me permets de vous voyer et pas vous tutoyer, mais voilà. On est dans un club bon, super, alors voilà. Et tu parlais tout à l'heure d'un certificat signé par l'auteur. Et là, on retrouve effectivement cette problématique en fait d'authentification. Comment est-ce qu'on peut faire le fameux QR code, parce que ce qu'ils mettent, c'est un QR code sur la toile et ils délivrent un certificat d'authenticité, etc. Et on se pose la question justement de comment éliminer ce fameux tiers de confiance pour avoir l'œuvre. On a essayé de voir aussi si on ne pouvait pas scanner l'œuvre, ce qui pourrait permettre d'enlever et d'inscrire le scan dans la blockchain justement pour toute la question. Et là où j'en viens, c'est est-ce qu'on est d'accord, Céline, que finalement, j'achète une œuvre physique à laquelle est attaché le NFT en image. Si je dispose du NFT de l'œuvre physique, le NFT n'est à ce stade-là qu'un certificat d'authenticité. Ouais, ce que fait Benjamin. Parce que le sous-jacent, c'est l'œuvre. Ouais. Je détruis l'œuvre. Que devient le NFT? Eh ben, le NFT, l'œuvre d'art. Ouais, en fait, ce que fait Benjamin, qui est... Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ce que font effectivement Benjamin et son associé sur Vanguard, effectivement, c'est finalement d'adosser le petit QR code qu'ils ont, c'est le certificat d'authenticité. Donc, on achète, on est propriétaire de l'œuvre physique et on a les droits d'auteur attachés à ça, puisque de toute façon, ils ont l'accord de l'auteur, etc., pour faire la reproduction des œuvres street art. Si l'œuvre se détruit, il n'y a pas d'autodestruction du NFT. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas s'autodétruire. Donc, finalement, le NFT reste un bien incorporel en tant que tel. Si on le qualifie juridiquement, c'est un bien incorporel. C'est bien ma question. Il devient l'œuvre d'art parce qu'il y a même eu des œuvres où, en fait, on pouvait choisir soit entre le NFT ou soit l'œuvre d'art et l'un ou l'autre était détruit en fonction. Oui, mais le NFT qui devient œuvre d'art, cela supposerait, parce que Vanguard est l'émetteur, mais n'est pas l'auteur. C'est vrai. Vanguard est l'émetteur, n'est pas l'auteur. Donc, si on considère que le NFT devient l'œuvre d'art, encore faudrait-il qu'on se pose la question auprès de l'auteur, puisqu'ils ont des artistes qui sont eux les auteurs. Voilà. Et encore faudrait-il qu'on ait obtenu de la part de l'artiste l'accord préalable pour que finalement la digitalisation de leur œuvre physique soit en fait devienne le NFT. Non, mais c'est ça. Et qu'est-ce qu'on met derrière NFT? On met quoi derrière ce NFT? Est-ce qu'on y met une image JPEG qu'on ouvrirait, enfin entre guillemets, qu'on irait ouvrir et qui ne serait pas forcément sur la blockchain? Parce que comme je le disais, le NFT finalement, lui est ancré sur la blockchain, mais parfois l'œuvre, le sous-jacent attaché derrière n'est pas sur la blockchain. Ça peut être une image, ça peut être un JPEG, ça peut être un format vidéo. Mais dire que le NFT serait l'œuvre d'art, cela voudrait dire que finalement, Vanguard serait l'auteur. Non, je parle de Vanguard parce que c'est lyonnais, mais toute la question se pose justement de savoir, c'est l'authentification, parce qu'effectivement, la vraie problématique du NFT, c'est que demain, je prends l'image de la Joconde, j'en fais un NFT, je peux vous le vendre, vous êtes propriétaire du NFT de la Joconde. Ah ouais, mais ça serait une image, on serait propriétaire du JPEG. Voilà, mais c'est comme ça aujourd'hui. C'est le point de départ d'être certain de l'authenticité du point de départ. Et c'est toute la question de savoir. C'est ce qu'avait fait, vous savez, la petite, comment elle s'appelait, la mannequin, la Émilie, avec le nom imprononçable, la Rajowski, ou je ne sais pas quoi. Il y a eu le cas il y a 1 an et demi, en fait, il y avait eu un NFT. En fait, elle avait été NFTisée, si je peux me permettre de dire ça, et c'était une photo d'elle qui avait été mise en fait via un NFT. Et en fait, elle avait répondu, en fait, elle-même s'était prise en photo, et elle avait dit quitte à acheter quelque chose, acheter au moins quelque chose qui vient de moi. Exactement, oui. Puis on a vu des artistes aussi qui prenaient leur corps en partie. Et juste aussi un autre point, justement, parce que tout à l'heure, je voyais que je ne sais plus qui c'est, qui parlait du projet justement pour les notaires. Ça, c'est tout un autre aspect des NFT qui va véritablement exploser parce qu'on le connaît aujourd'hui, le NFT, par rapport à l'image et par rapport à l'art. Mais le NFT, c'est comme un véhicule qui permet d'authentifier tout ce qui est à l'intérieur. Et je crois qu'en fait, il y a des projets notamment français, Terre Noire, on en parlait un petit peu, qui s'est rapproché des notaires et de pas mal de notaires de France pour justement on puisse transférer tous nos droits plutôt qu'il y ait des testaments.
entre guillemets, notamment pour les héritages, choses comme ça, on va pouvoir transférer en fait nos dernières volontés à l'intérieur de ce véhicule et avec des conditions qui pourra s'ouvrir soit à un temps donné, une date donnée, à une personne donnée qui disposera de la clé privée, etc. Je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu plus, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui s'y intéressaient. C'est vrai qu'on a vu aujourd'hui, jusqu'à présent, un usage du NFT, mais le NFT, c'est des millions de choses qui vont arriver, enfin des millions, des dizaines de choses, en tout cas certaines, qui vont arriver dans le futur. Et notamment, je crois que ça, c'est intéressant. Bah, c'est comme si on voit le NFT comme un support, en fait, c'est-à-dire que si on voit ce NFT comme un support, derrière, on peut y adosser, j'ai envie de dire, à peu près tout ce dont on a envie. Mais comme l'actif numérique en tant que tel, on fait appel à la tokenisation au sens large. On a, dans nos règles juridiques, par exemple, on peut déjà inscrire ce qu'on appelle dans le DIP. Ça marche depuis 2016. On peut inscrire dans le DIP, au sens du droit français, finalement, le transfert d'actions, etc., etc. C'est quelque chose qui existe. On a également, donc ça a déjà un petit moment. On a aussi la possibilité, certains pays l'ont fait, par exemple, le cadastre aujourd'hui peut être digitalisé. Si on prend l'exemple de Malte, à Malte, une partie du cadastre avait été digitalisé au sens tokenisé. Donc, en fait, on avait des petits utility tokens qui permettaient de faire la suite. La différence entre un NFT et, j'ai envie de dire, un utility token, c'est que c'est cette question de fongibilité. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qui fait la différence entre un NFT et un utility. C'est que dans le cadre d'utility, ces petits jetons permettent finalement de se déployer dans un écosystème et un utility va pouvoir être remplacé par un autre et les droits attachés à chaque utility, on va dire, seront similaires, seront fongibles, comme la monnaie. Quand on parle de NFT, on parle de biens non fongibles, ce qui ferait leur originalité. C'est-à-dire que chaque NFT est différent de l'autre. Mais si on prend, par exemple, j'aime bien donner cet exemple des cartes Panini, d'accord ? C'est un peu cette idée-là. Dans le monde des NFT, on retrouve un petit peu cet environnement des anciennes cartes Panini. On aurait finalement des utilities qui se dupliqueraient les uns les autres, et puis on aurait ces NFT, ces espèces de cartes super rares, où il n'y aurait qu'une seule carte qui aurait une valeur particulière. Donc, on voit se développer le mouvement des fan tokens. Il y a une société très connue qui s'appelle Socios. Ce sont des petits Lyonnais. Enfin, à la base, Alexandre Dreyfus est lyonnais, mais ça fait 20 ans qu'il est parti à Malte, mais ça reste des Français et des Lyonnais. C'est ceux qui tokenisent le PSG, d'accord ? Ceux qui tokenisent je parle du PSG, mais entre autres. Et donc, on achète des fan tokens du PSG et contre ces fan tokens, on a le droit de choisir le maillot de foot, on a le droit de choisir la musique d'entrée des footballeurs, etc. Rien ne les empêcherait de développer à côté de ça des NFT où en fait, on aurait des espèces de jetons uniques avec un droit particulier comme la carte Panini ultra rare que seule une personne pouvait détenir. C'est Sorare qui fait ça, je crois. Alors, il y a Sorare qui se lance un petit peu. Ils viennent de lever, je ne sais plus combien, 600 ou 700 millions. Pas mal, mais Socios le fait déjà. Et c'est ceux qui font la tokenisation de beaucoup de clubs de foot, de NBA. C'est Chiliz qui est dessus. C'est ça, Socios, Chiliz, c'est les mêmes. Et ils ont une petite antenne à Lyon, mais ils sont surtout à Malte. Mais voilà, et on aurait cette différence-là, mais il y a autant d'applicatifs à partir du moment où on fait vraiment la distinction, en tout cas en termes juridiques, entre le bien fongible et le bien non fongible. Le NFT, sa différence, c'est qu'il est non fongible. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Et là, je vous ai partagé à l'écran, en fait, vous voyez, Everdream Soft, en fait, c'est donc des cartes Magic, en fait, qu'avant, justement, on achetait dans les tabacs, et chaque carte, en fait, est au hasard dans des petits paquets. Et après, en fait, si on a une carte qui est plus forte que l'autre, elle peut gagner sur les autres. Et là, en fait, j'ai un étudiant, en fait, il y a une dizaine d'années en arrière, qui avait créé Everdream Soft. En fait, il avait fait la première application mobile où en fait ces cartes papier étaient créées sur application mobile à Genève, il est de Genève. Et en fait, en 2017, juste après les CryptoKitties, en fait, à peu près, il a créé des NFT de ces cartes, parce qu'en fait, de départ, les NFT n'existaient pas quand il a commencé ça. Il avait fait son mémoire, en fait, dans le master où j'enseignais. Et donc, ces NFT, en fait, le pire, c'est que de 2017 à 2019, vous voyez, les NFT, je crois que ça fait peut-être un an que vraiment ça spéculait là-dessus. Mais en fait, même de 2017 à 2018, 2019, quand il y a eu le bear market et que il y a beaucoup de projets qui n'avaient plus assez de fonds,
lui, alors qu'il avait des NFT, donc déjà fait depuis 2017, il a même dû s'expatrier. Bon, à Genève, personne ne voulait investir dans ce genre d'innovation, malheureusement, dans tout ce qui est jeu tokenisé, on va dire. Et en fait, récemment, heureusement pour lui, mais des gens ont trouvé que, c'est un peu des archéologues des NFT, en fait, ils ont trouvé que son entreprise, donc Everdreamsoft, avait créé presque les premiers NFT dans les jeux, on va dire. Et en fait, il avait même fait une thématique sur Satoshi, qui est normalement le pseudonyme qui a créé la première blockchain avec Bitcoin derrière. Donc, ces cartes, maintenant, s'échangent à plus de 100 000 francs, donc la carte tokenisée, à 100 000 francs l'unité. Donc, au moins, il a réussi à remonter la pente. D'accord. Donc, merci Céline. Donc, peut-être maintenant, alors justement, en parlant toujours un peu de la Suisse, Gabriel, donc Jacquard d'Arbitry, qui nous a fait des… Ouais. Alors, alors moi, j'ai écouté avec grande patience, mais parce qu'en fait, c'est une discussion qui est absolument, en fait, très intéressante d'un point de vue juridique, mais on n'aimerait pas en fait ennuyer les gens en parlant trop de droit. Et du coup, j'hésitais à poser des questions, notamment au niveau de la chose fongible. Moi, j'ai l'impression que quand on parle de choses fongibles, en fait, on est en train d'adopter le langage presque du technicien. On oublie qu'on est juriste et moi, je me suis demandé, par exemple, donc je vais peut-être me présenter avant de partir dans un débat un peu enflammé, mais j'ai une logique de thésard parce que donc je suis en train de terminer une thèse aujourd'hui à l'Université de Genève sur la thématique des smart legal contracts. J'ai environ une vingtaine de publications à mon actif dans le monde entier sur la blockchain. Je suis absolument passionné par ce thème depuis 2016. Ça se fait beaucoup de donner le nombre d'années en arrière depuis qu'on est dans cette industrie. En réalité, en fait, c'est véritablement le monde de demain qui est en train de se jouer sous nos yeux. Et du coup, c'est très intéressant de voir les juristes buter, comme dans toutes les nouvelles technologies, dans des questions absolument compliquées qui sont en fait absolument surmontables. Il n'y aura jamais de loi NFT. J'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure, Maître, à mon avis, parce qu'en fait, c'est une de ces énièmes inventions qui va finalement se fondre dans le droit normal, dans la vie de tous les jours. C'est un titre. Nous, en tant que juristes, quand on voit des œuvres d'art, on parle toujours d'œuvres d'art, on parle toujours de droit de propriété intellectuelle. Et finalement, la technologie vient mettre finalement une petite couche de complexité, mais en réalité, les deux systèmes, le système juridique d'un côté et le système technique de l'autre, finalement, n'existent qu'en parallèle et ne se rencontrent pas, finalement. Notre but, nous qui sommes des juristes de la technique, c'est de faire les liens, de faire les ponts, histoire que les communications se fassent. Mais finalement, ce sont deux mondes différents et vous pouvez trouver des exemples dans toute la théorie légale qui vous le prouveront, de Lucas Neumann à Hobbes. Donc, peut-être en 2 secondes par rapport à moi. Donc, moi, je dirige le groupe régulatoire de la Crypto Valley Association. J'ai écrit une motion de blockchain à Genève il y a environ 3 ans qui est actuellement traitée au Parlement. Et donc, récemment, j'ai créé donc aussi cette société qui s'appelle Arbitry, où on parle un petit peu donc, de tous ces côtés de lier en fait aussi le côté notaire. Mon beau-frère est notaire et du coup, on crée ensemble une sorte de secret vault lié, par exemple, lié en fait à tout ce qui est justement testament, inscription de secret, de choses comme ça, avec la blockchain pour permettre de résoudre une des grosses problématiques qui va arriver dans ces 30 prochaines années, qui est celle de la passation, de la crypto-succession, comme on appelle ça. Donc, je vais vous montrer en 2 secondes, si je partageais mon écran, un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc, nous, on développe des solutions comme ça, avec justement des mécanismes en chain of chain pour pouvoir stocker des secrets liés, par exemple, à la crypto ou des choses comme ça. Donc, l'idée d'Arbitry, c'était principalement en fait de faire rencontrer des gens qui ne parlent pas le même langage, des gens qui sont des juristes, des gens qui sont des techniciens et des gens en fait qui sont des communicants, des stratégistes, pour qu'en fait on ne forme qu'une bannière. Donc on a justement 3 PFL blockchain développeurs,
un spécialiste IP et donc un marketing spécialiste. Donc, on est basé à Genève et on est tous un peu des jeunes ayant fait un peu des doctorats dans la matière ou ayant des projets dans le côté blockchain, donc très spécialisé blockchain. On est une clientèle internationale et donc on fournit vraiment des services. Et alors, pourquoi je suis là? Pour vous expliquer pas seulement les bons côtés du droit suisse. Donc, le droit suisse, le législateur est assez à l'aise en fait avec toutes ces nouveautés technologiques, notamment de la blockchain, parce qu'on a déjà eu une adaptation assez importante d'environ 14 de nos lois liées au phénomène blockchain. Donc, quand on parle de NFT, finalement, on voit assez bien de quoi on parle. Et du coup, je ne peux qu'en fait finalement que répéter ce qui a été dit tout à l'heure par Céline concernant justement en fait l'idée de dire voilà, mais en fait où est-ce que ça se passe? Il faut toujours faire attention à quoi on achète en fait. Qu'est-ce qu'on achète quand on prend un NFT? Et donc, fort de ceci, nous, chez Arbitry, en fait, on a eu envie en fait, de créer une collection de petits Père Noël qui auraient justement des droits rattachés aux images pour justement essayer de créer de la valeur là où il n'y en a pas, dans un esprit baudelairien peut-être, d'essayer de faire en sorte que justement on ne soit plus dans cette situation où on est simplement une avancée technologique que personne ne comprend, où on vend des NFT qui ont des prix absolument astronomiques pour aucune raison. D'ailleurs, la discussion de tout à l'heure nous en disait un petit peu quelque chose. Finalement, la seule valeur qu'on donne à ces NFT, c'est la valeur potentielle de revente. Parfois, la valeur de l'art qu'ils contiennent. Moi, je vois certains exemples de NFT qui peuvent représenter de l'art. Je crois qu'il y a un petit peu tous les use cases qui ont été un petit peu donnés. Et voilà, donc du coup, en fait, dans cette optique de vouloir recréer, de vouloir mettre de la valeur, on a créé donc des petits Santa tokens. Donc, ils ont des têtes un petit peu sympathiques. Donc, il s'agit en fait d'un smart contract. Donc, on a un smart contract sur la blockchain Polygon qui représente donc chacun des jetons en fait correspond à une image. Donc, dans la metadata de Pathetic Leo ou de Eloquent Chandler, par exemple, on aura en fait une metadata qui correspond à, donc, à un code qui est inscrit sur la blockchain. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, c'était donc de rattacher un contrat de licence pour tout acquéreur du NFT. Donc, on a créé en fait une page et on s'est beaucoup inspiré donc, du droit suisse et des nouvelles règles du Code civil qui existent donc depuis le 1er août 2021 pour créer en fait une version de contrat de licence dans lequel le NFT joue un rôle de titre de preuve, donc qui a été haché, et dont on a la preuve en fait que le contrat n'a jamais été modifié. Donc finalement, en réalité, en fait, je pense que c'est un très beau projet. C'était un très beau projet pour nous parce que en fait, on a écrit simplement un contrat de licence assez classique finalement, où on a essayé de faire en fait merger, fusionner le monde technique et le monde juridique pour arriver donc finalement à un simple contrat de licence qui lierait tout acquéreur, où le NFT, au lieu de représenter un droit, ce qui le ferait assez mécaniquement rentrer dans la catégorie des titres financiers, représente en réalité un titre de preuve pour en fait la passation d'un contrat de licence. Donc, je ne vais pas rentrer dans les technicalités, mais je vous invite simplement à aller voir notre page. C'est un petit projet un peu sympa qu'on a voulu mettre en place. Et justement, en fait, je pense que c'est une critique aussi intérieurement de tout ce qui se passe par rapport à ces NFT, et parce qu'aujourd'hui, en fait, ces NFT font bien sûr l'objet d'une hype, comme on dit, donc il y a tout un effet de mode lié au NFT, mais finalement, on achète vraiment du vent. Et on peut se poser la question en tant que juriste, d'un point de vue du droit de la consommation, du point de vue en fait des gens qui voient une jolie image et qui pensent en fait acquérir les droits sur une image comme ça ou sur une autre. On peut vraiment se demander, en fait, en tant que juriste, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tromperie quand même, dans le sens où beaucoup de gens en fait achètent pour des centaines de dollars, finalement, ce qui n'est qu'une sorte de bien digital qu'on n'arrive même pas vraiment à définir au sens du droit civil, tellement en fait le cas est inédit. Oula.
une sorte d'alarme qui vient de... Pardon, excusez-moi. C'était apparemment un petit incendie. Le cas est fini. Ah non. À nouveau. J'avais plus ou moins terminé en fait ma présentation, mais du coup, c'était simplement pour dire qu'à mon avis, les NFT, en fait, aujourd'hui, sont peut-être dans une nouvelle phase. On essaie de trouver, il y en a tellement plein partout qu'on essaie maintenant de trouver du sens justement la création d'un bien unique digital. Et à mon avis, le rôle du droit dans le cadre de cette conversation pourrait avoir une grande importance, puisqu'on s'est assez vite rendu compte que ce qui donnait en fait beaucoup de la valeur au titre, c'est principalement en fait les droits qu'on y attache. Donc, au vu de l'alarme incendie qui me presse de conclure, je ne dirai que ça, mais je vous invite en fait simplement pour ceux que ça intéresse d'aller voir cette collection, les Santa Tokens by Arbitry, de visiter un peu nos pages. Vous aurez un peu les explications de pourquoi on a fait ça et puis de ce qu'ils représentent. Et justement, en fait, dans le cadre donc, de ces tokens, je pense que c'est en fait une avancée assez intéressante puisque grâce en fait à des projets comme cela, on arrive à retrouver de la valeur là où peut-être le marché en avait fait un peu perdre. Voilà. Oui, alors merci beaucoup pour ton exemple là, qui est très intéressant et ça rejoint un peu aussi ce que j'avais écrit, donc où finalement dans le texte qu'on a, on est vraiment plus clair sur quels droits voilà, sont donnés ou gardés. Donc je pense que c'est très bien et donc on posait la question quel est le floor price. Alors le floor price c'est le prix moyen, c'est ça hein, d'une collection. Bah, c'est 0,1 je crois, non, c'est ça, 0,1 Ether. C'est 0,03. Ah, ok, parce qu'il y en a qui sont à 0,1 et puis donc il y en a déjà qui sont plus appréciés que d'autres alors. Exact, mais c'est uniquement un amour esthétique. En réalité, en fait, la plupart d'entre eux, on les offre. C'était encore une fois un peu plus une espèce de critique pour dire qu'on pouvait le faire plutôt qu'autre chose. D'accord, mais là, est-ce qu'ils sont tradés ils sont mis à... Oui, certains sont tradés, certains, en fait, on en a tradé déjà un peu over the counter. Donc, oui. Parce que historiquement, ça peut avoir une certaine valeur, hein, comme on prend l'exemple de mon étudiant, en fait, surtout pourquoi ils l'ont mis en valeur, parce que c'était dans les premiers. Et là, ce sont dans les premiers qui sont avec un vrai contrat assez proche de juridique, quoi. Vu que vous êtes des experts là-dedans, on peut difficilement faire mieux. Très bien. D'autres questions? Alors, pour les... Ouais. Moi, j'aurais une question pour Céline. Du coup, est-ce qu'elle considère que le Bitcoin est un bien fongible juridiquement? Parce qu'il n'y en a que 21 millions, fondamentalement. On pourrait se dire, mais pourquoi Alors, je vais dire qu'au sens du droit français, oui, parce que j'ai une décision qui me le dit. Donc, ce n'est pas un avis personnel, c'est la décision, la décision, ça doit être, je crois que c'est Nanterre, tribunal de commerce de Nanterre. On a eu le cas, en fait, on a une décision qui a été rendue. Donc, il ne considère pas le Bitcoin comme une monnaie, hein, qu'on soit bien clair sur le sujet. Mais on a une décision, en fait, de droit français qui considère que le Bitcoin est un bien fongible dans la mesure où il y a eu un prêt qui avait été fait en Bitcoin et que une des parties a dû rembourser finalement les sommes restant dues en Bitcoin. Ce qui n'était pas le cas de Bitcoin Cash qui avait été, parce qu'il y avait eu un fork entre-temps et donc il y avait eu une problématique d'intérêt, bref. Mais la juridiction française a considéré que le Bitcoin était un bien fongible puisqu'il a demandé le remboursement en Bitcoin. Donc on considère que du coup, le prêt en Bitcoin, s'il doit être remboursé, on considère que c'est un bien fongible. Au sens du droit français, hein. C'est donc parce qu'il a transféré tous les bitcoins sur le territoire français pour qu'ils deviennent fongibles, c'est ça? Ce qui pourrait être même intéressant, si on voulait en plus remuer, je pense, et mettre des épices dans la soupe qu'on vient de mettre sur la table, c'est qu'on a vu depuis en fait l'acceptation par le Salvador. Il n'y a que moi qui l'entends pas. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on vous entend. Depuis l'introduction du Salvador, le Salvador a accepté le Bitcoin en tant que monnaie ayant valeur légale et ça a posé des gros problèmes. Enfin, moi, en tout cas, en tant que juriste, ça me pose des gros problèmes au niveau du code civil, mais au niveau suisse, puisque maintenant, on doit se poser la question de savoir est-ce que en fait, le Bitcoin, monnaie reconnue par l'État du Salvador, est une monnaie étrangère.
dans le cadre des paiements. Et du coup, ça, en fait, c'est la première fois qu'on a un cas comme ça, parce que c'est assez inédit. Alors, c'est un cas qui excite les thésards, voilà, très, voilà, il peut faire des discussions là-dessus, mais fondamentalement, c'est des questions un peu intéressantes qu'on a. Et c'est intéressant, en fait, cette notion de bien fongible, parce que c'est donc une notion qui nous vient directement, en fait, du droit romain, sur lequel on doit avoir des tonnes, en fait, de papier écrit dessus, mais en réalité, grâce à un Bitcoin qui dit, bah voilà, aujourd'hui on a 21 millions, bah peut-être aussi ça peut fondamentalement, moi je pense que le Bitcoin, entre guillemets, n'est pas forcément un bien fongible, puisque un Bitcoin n'en vaut pas un autre, notamment en fait au terme du droit financier, puisque bah, en fait certaines des transactions ayant été blacklistées, par exemple, les bitcoins qui se retrouvent à certaines adresses n'ont plus aucune valeur. Et donc, en fait, finalement, un bitcoin n'en vaut pas un autre. Et du coup, on n'a pas un bien fongible. Surtout de plus, si on n'en a que 21 millions et on en a de moins en moins qui sont minés, je pense qu'il y a une véritable théorie légale à dire que ce n'est pas un bien fongible. Et du coup, justement, dans cet espoir du bridge entre la technologie et le juridique, c'est vrai qu'en fait, on est toujours un petit peu entre deux, puisque c'est très difficile de pouvoir maîtriser les deux, je pense, et surtout le langage bien fongible en termes techniques et bien fongible en termes juridiques veut dire deux choses complètement différentes, ce qui fait qu'on peut avoir des discussions pendant des heures entières sans jamais se comprendre. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on s'en réfère finalement au peu de décisions qu'on a. Hein. Quand je dis que je vote en touche, c'est parce que j'ai que cette décision qui me permet de le dire au sens du droit français. Mais concernant le Salvador et la question du Bitcoin comme monnaie en cours légal, on a eu une note il y a quelques jours d'ailleurs. Alors effectivement, c'est un autre doctorant de Lyon, Pablo Guédon, qui est doctorant blockchain fiscaliste, qui avait fait un article dessus. Et cette question a été reprise par un député français, Jean-Michel Miss. Et la question a été inscrite en fait effectivement à l'ordre des délibérations voilà, sur certains projets. Donc voilà, où là c'est remonté effectivement au plan, on va dire, des créateurs de la loi il y a quelques jours là où, voilà, où on s'empare de cette question en disant au lieu de faire une définition par la négative, parce qu'il faut quand même savoir que nous en droit français, en fait on définit les actifs numériques par la négative, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, donc ça doit être ça, mais on a une définition négative. Là, aujourd'hui, on a un problème puisque dans notre définition d'actifs numériques, on dit que ce sont des choses qui n'ont pas, ce n'est pas de la monnaie qui a cours légal. Or, aujourd'hui, ça pose un problème puisqu'on a un pays qui a considéré que c'était une monnaie en cours légal. Donc, voilà. Mais c'est effectivement des discussions de juristes. Ça n'a pas empêché le Salvador de le faire et ça ne va pas empêcher les gens d'utiliser du Bitcoin au fur et à mesure. Oui, justement, en fait, c'est là où on voit, je pense, et c'est un petit peu ce que je dis aussi dans ma thèse, c'est qu'on se rend compte avec aussi ces avancées technologiques à quel point le droit est médiéval. Vous voyez, en fait, entre deux pays comme la France et la Suisse, l'un à côté de l'autre, les droits sont complètement différents, on ne sait pas, en fait, véritablement, voilà. Et quand on a un phénomène justement où on arrive à créer un actif digital comme un NFT avec possibilité de le vendre partout dans le monde, ça pose en vérité de gros problèmes à des techniciens du droit comme nous, puisque en fait notre vision est assez finalement bloquée par certaines œillères. Qui sont les œillères du fait que voilà, le droit, c'est un esprit national qui est vraiment territorial, lié au territoire. Et aujourd'hui, on a une remise en cause de tout ça, qui ne date pas en fait des NFT, tout ça, mais qui est là, qui existe depuis finalement la mise en place de l'Internet. Donc, on peut retracer un peu historiquement, donc c'est assez intéressant. Ce qui est en fait intéressant aussi par rapport à ces NFT, c'est de voir à quel point en fait les standards, le standard technique arrivent avant la norme juridique. Donc d'abord on a un standard ERC 20, on va dire ERC 721. Et ensuite, en fait, on a une norme juridique qui vient en fait applaudir ou donc rejeter en fait finalement les standards. Et je pense qu'en fait, ça va potentiellement être aussi la nouvelle mécanique si ça n'a pas été déjà avant, mais véritablement, ça va être une nouvelle en fait façon de faire. C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus, à mon avis, des standards qui seront là et qui réfléchiront en termes internationaux, comment faire un titre qui puisse être représenté de manière unique dans le monde entier. Voilà, vous faites un ERC 721. Puis après, on aura en fait des positionnements juridiques par rapport à des États vis-à-vis de ça. Mais on les a, juste pour compléter tes propos, on commence à avoir un paquet européen. Hein. Si on prend Mika et Dora,
par exemple, on essaye d'avoir, en tout cas en droit de l'Union européenne, des projets de réponse. Là où ça pose souci, c'est que la techno, blockchain au sens large, porte atteinte, en tout cas, à certains sujets qui relèvent de la souveraineté pure. J'entends la fiscalité et la monnaie. Ce sont des prérogatives profondément nationales. Donc, nous, on a passé un petit cap, on va dire, en France, parce qu'on a cette zone euro. Hein. Non, mais c'est une réalité. On a déjà franchi un petit cap avec la zone euro, mais pas en matière de fiscalité, puisque les fiscalités sont vraiment, pour le coup, très nationales. Et là, on vient porter atteinte à ces sujets qui sont vraiment des prérogatives nationales. Donc, nos packages, ce qu'on appelle le paquet européen en cours de création, qui est MiCA et qui sont MiCA, le règlement MiCA et le règlement DORA, en fait, tentent de répondre un petit peu à ça, mais on en est très loin. Et encore une fois, il y a des sujets qui en sont moins, mais là c'est monnaie plus fiscalité. Donc, revenons un petit peu au niveau de l'art, puisqu'on a aussi beaucoup d'artistes et des gens intéressés par l'art. Donc, par exemple, il y a Maud aussi, alors bien qu'elle fait aussi de la recherche juridique, mais plutôt dans les assurances. Justement, on parlait, par exemple, une œuvre qui est détruite, ou alors aussi, en fait, finalement, je l'ai dit, hein, le NFT aussi peut être sur une blockchain, parce qu'il y a plusieurs blockchains. Ethereum, je dirais que c'est la blockchain de référence qui a beaucoup moins de chances de disparaître, mais certaines blockchains, peut-être parce qu'elle n'aura plus de fonds, plus assez de personnes qui font tourner le système, disparaîtraient. Donc, les NFT sur cette blockchain disparaîtraient. Si j'ai une œuvre d'art qui est détruite ou un NFT qui est détruit ou je n'ai plus accès, est-ce que les assurances travaillent là-dessus? Est-ce que les assurances travaillent sur la destruction des NFT? C'est ça dans la mode, en fait, parce que Maud, elle travaille là-dedans, sauf erreur. Oui? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, Maud Liaras, je suis directrice adjointe de l'Institut des assurances de Lyon. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des Lyonnais qui étaient là. Et je suis intervenante, en fait, surtout à l'IDAC, qui est l'Institut de droit, art et cinéma, que vous devez connaître. Mon directeur de thèse était Édouard Trépoz. Alors. Bon, voilà. Donc, voilà le spécialiste. Et juste pour information, il y a eu une conférence il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était au mois de juin, sur les NFT. Alors, je ne sais pas, Céline, si vous interveniez. Non, c'était mon confrère Gagneur, mais il y avait Blanche Souzy, il y avait, c'était très intéressant. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'assurance, vous le savez, on est quand même toujours dans l'innovation. J'imagine bien, alors moi, je travaille parce que j'ai été intéressée par la matière. Donc, j'interviens, moi, sur la place de l'assurance, effectivement, au niveau de l'art. J'ai beaucoup travaillé sur l'assurance et l'art contemporain parce que je trouvais que c'était hyper intéressant, et notamment la destruction des œuvres. Qu'est-ce qu'on assure? On n'assure pas, par exemple, la tranche de pain de mie qui pourrit dans un sachet, voilà. Mais on assure, voilà. Bon, en fait, c'est hyper intéressant. Et je pense que, alors là, c'est vrai que c'est pas, je pense que je vais mettre un étudiant d'ailleurs sur ce sujet cette année. J'interviens là à partir du mois de janvier à l'IDAC. Et vraiment, je pense que c'est, voilà, je me permettrai de vous mettre en lien peut-être avec des étudiants qui pourraient plancher sur le sujet. En tout cas, je vais proposer le sujet. Voilà. Très bien. Donc, on voit que voilà, pour les assurances, on est encore un petit peu tôt. Par contre, il y a eu un bon intérêt ce soir, hein, pour cette conférence, parce que ce club, en fait, est assez nouveau. Hein, on commence juste. Bon, Megève est pas à une population, en fait, qui baisse. On est à peu près 3000. Donc, bien sûr, en hiver, là, dans ces semaines-là, on monte à 50 000. Donc, on a un bassin de population peut-être moins important, mais il y a un bon intérêt. Donc, il y a ces galeries, ces artistes, et on va continuer à discuter avec eux et avec vous tous. On fera peut-être des réunions plus peut-être juridiques techniques, des fois plus sur l'art graphiste. Il y a Julien de Bourneau qui est donc graphiste basé à Megève, c'est ça, Julien? Tu travailles vraiment à Megève, oui, maintenant? Alors, ça y est, oui. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, en effet, en ce moment, je suis de retour sur Megève. J'ai habité il y a 12 ans à Megève et je suis de retour pour un bon bout de temps parce que, comme vous l'avez justement dit, je suis designer graphique spécialisé dans les créations d'identité visuelle et j'accompagne les entreprises à entrer dans les métavers, justement. Super, très intéressant. Donc, voilà, donc
qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines sessions du club Innovation Télétravail à Megève? Donc, à Megève, on va travailler avec les galeries, avec les artistes, plus voilà, dans ce qui est d'existant, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ce qui est d'existant, avec les experts juridiques et autres, eh bien, peut-être on essaiera d'avoir des choses qui tiennent mieux la route, hein, qu'on ne fasse pas trop d'erreurs. Et l'idée, c'est de faire vraiment une conférence internationale. J'ai d'autres contacts, mais en fait, c'est tellement neuf, les NFT, qui n'ont pas pu présenter leur plateforme, mais très rapidement, on pourra avoir des sponsors, je dirais, l'année prochaine, qui permettront de faire un événement même physique, peut-être, voilà, si c'est possible aussi avec les conditions sanitaires. Donc, on a tout un agenda à dérouler durant les prochains mois. Merci beaucoup à Céline, aussi à Gabriel pour leur intervention très intéressante. Et puis, aussi, on a un bon pont avec Genève, puisque Genève n'est pas loin. Et il y aura aussi des liens avec la communauté sur Genève, parce que les Genevois peuvent venir faire du ski à Megève, et puis même des Mégeois peuvent aller sur Genève pour faire des affaires. Mais, voilà. En tout cas, ou aller au lac. On arrive bientôt à la fin de cette séance. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ouais. Je vais peut-être rajouter quelque chose, étant donné que tu as dit qu'il y avait beaucoup d'artistes sur ce call. J'aimerais en fait redire pourquoi en fait les gens finalement font des NFT. À mon avis, en fait, une des plus grandes plus-values qu'il y a par rapport aux NFT, c'est en fait l'incorporation de ce qu'on appelle en droit le droit de suite, qui permet en fait à chaque transfert de pouvoir récupérer une partie du montant du prix qui a été payé pour le transfert. Ça, c'est quelque chose d'assez pratique et c'est une des raisons pour lesquelles en fait il y a eu pas mal d'artistes qui ont commencé en fait à faire des NFT. Ils se sont rendus compte que finalement, s'ils arrivaient à créer des œuvres et à créer des NFT et avoir justement ce droit de suite qui leur permettait de créer un revenu passif, c'était assez intéressant. Et enfin aujourd'hui, il y a beaucoup de gens justement qui essaient de faire des NFT pour aussi montrer qu'ils sont justement numériquement capables, donc ils ont une capacité aussi justement à utiliser les outils modernes. Mais je pense que c'est assez pratique en fait justement de pouvoir représenter quelque chose d'unique et dire voilà, finalement on a quelque chose de techniquement unique. Enfin, d'un point de vue artistique, c'est hyper intéressant. Et ensuite de pouvoir en fait monétiser grâce à la blockchain et grâce en fait à l'économie des crypto-monnaies, de pouvoir monétiser directement son œuvre, surtout que maintenant, on a des plateformes, OpenSea et tout ça, qui permettent de le faire assez bien. Donc, si en fait, vous avez un intérêt pour ça, voilà un peu les avantages. C'est vraiment le fait de pouvoir rentrer dans un univers qui vous montre, qui est finalement pas si technique que ça en réalité, parce que maintenant, il y a beaucoup de facilitateurs, mais de pouvoir en fait avoir ce droit de suite qui soit techniquement encodé et même de pouvoir en fait créer des fonctions à la base de votre smart contract qui vont vous permettre de faire du digital right management, comme on dit. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Très intéressant, oui, aussi la liquidité. On a accès finalement après à des clients partout dans le monde et avec des transactions validées. Donc, aussi donc comme j'avais dit, à 21h, si par exemple, Julien, est-ce que tu veux aller prendre un verre au Cocoon? Avec grand plaisir. Aussi un ami d'enfance qui faisait du hockey. Pascal? Le Cocoon à Megève. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, on sera à 21h là-bas. Donc, il y aura une suite pour les artistes, pour l'art digitalisé et avec un pont très intéressant entre Megève et Genève. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et donc sûrement l'année prochaine alors. Je me permets de partager un lien qui est très intéressant pour comprendre les NFT, la blockchain. C'est Michael Saylor qui explique la raison d'être du Bitcoin. Écoutez, très bien. Merci à tous. Et donc, de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde, de bonne santé. Et on se verra certainement en 2022. Bon. Au revoir. Merci à tous, à tout à l'heure. Au revoir, merci beaucoup.